Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Splint Doctor, le podcast qui décrypte la communication politique. Pour cet épisode spécial, lié au Political Game des étudiants de l'ISCOM, les étudiants en 5e année, CPP, Communication publique et politique, et ISE, Influence et stratégie de l'événement. Donc ce sont eux, les 100 étudiants, qui vont poser des questions à notre invité du jour, qui est Gaspard Ganzer. Bonjour Gaspard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et donc moi je vais lancer le mouvement avec la première question et ensuite les étudiants poseront les prochaines. Première question Gaspard, donc tu as écrit un livre qui s'appelle donc La politique est un sport de combat juste après ton expérience à l'Élysée avec François Hollande. Pourquoi avoir choisi ce titre ? Bonne question. En fait c'est un clin d'œil direct à un auteur, sociologue que j'aime beaucoup, qui s'appelle Pierre Bourdieu, que vous connaissez tous, qui s'est intéressé notamment à la communication politique sous l'angle de la sociologie critique. Et en fait, un documentaire et un livre lui avaient été consacrés qui s'appelait « La sociologie est un sport de combat ». Et donc, j'ai voulu lui faire ce petit clin d'œil, on va dire, philosophico-sociologique. Et par ailleurs, je pensais que ça représentait assez bien aussi ce que j'avais vécu pendant 3 ans à l'Élysée, c'est-à-dire pas du tout une partie de plaisir, mais au contraire une lutte contre des crises dans des moments extrêmement difficiles. Alors pour l'anecdote, il se trouve que cette idée était peut-être bonne, mais pas si originale que ça, parce que le jour où j'ai sorti mon livre, un autre auteur a sorti un bouquin qui avait quasiment le même titre, qui s'appelle « La parole est un sport de combat ». C'est Bertrand Perrier, qui est un avocat spécialiste de la prise de parole en public. Et j'ai vu 2 ans plus tard une forme d'hommage dans le choix du professeur Raoult d'appeler son prochain bouquin « La médecine est un sport de combat ». Et je me suis dit que voilà, j'avais fait des petits prêts indirectement. Merci Gaspard. Donc Nina avait une question à te poser. Bonjour Nina. Oui, je me demandais d'où t'es venue ta passion pour la politique. Enfin, en gros, qu'est-ce qui t'a donné envie de bosser là-dedans ? Ça vient de loin. En fait, je suis pas du tout issu d'une famille qui vient du milieu politique. Ma famille est plutôt issue du milieu médical. Mes parents, ma mère est pédiatre, mon père est ostéopathe, et dans ma famille, personne n'avait de rapport avec la politique. Pourtant, moi, j'avais le goût de l'actualité, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'y consacrer mes études en allant à Sciences Po. Mais j'avais plutôt l'idée d'être journaliste au départ. Et je me méfiais de l'engagement politique et des partis politiques en général. Donc, je faisais ça avec beaucoup de distance et beaucoup de recul. Et en fait, j'ai décidé de m'engager en politique à la suite du 21 avril 2002. Donc, vous êtes tous ici très jeunes, mais quand le 21 avril 2002, pour la première fois, le Front National est arrivé au 2e tour de l'élection présidentielle, j'ai considéré que c'était suffisamment grave pour justifier un engagement. Et moi, j'avais déjà à ce moment-là commencé une carrière administrative de fonctionnaire, puisque j'avais fait l'ENA et je travaillais au ministère des Affaires sociales. J'étais en train de terminer ma scolarité. Et donc, je me suis dit quand même, il faut s'engager. Et après, donc, mon destin professionnel a rejoint mon engagement politique quand quelques années plus tard, parce que c'est pas venu tout de suite, vers 2008, j'ai rejoint la mairie de Paris pour travailler d'abord dans le secteur culturel, puis après auprès de Bertrand Delanoë dans le domaine de la com. Et là, j'ai pu marier en quelque sorte mon engagement politique avec ma vie professionnelle. Et depuis, ça ne m'a pas vraiment quitté, parce que même si aujourd'hui, je travaille dans le secteur privé, que j'ai ma propre boîte, je continue de faire du conseil politique auprès d'une partie de mes clients. Donc, il y a beaucoup de hasard et l'actualité et l'envie ont rejoint la vie professionnelle. Merci Gaspard. On a une question de Lorraine qui veut revenir donc sur la primaire de la gauche en 2011. D'accord. Bonjour. Ma Bonjour. question, c'était, est-ce que vous avez douté de la victoire de François Hollande face à Martine Aubry lors des primaires ? Oui, d'autant plus que moi je soutenais Martine Aubry, donc je travaillais à l'époque avec Bertrand Delanoë, donc à son cabinet à l'Hôtel de Ville, et Bertrand avait fait le choix de soutenir Martine Aubry dans cette primaire interne, et moi je m'y retrouvais parce que j'ai beaucoup d'admiration et même d'affection pour Martine Aubry, qui est une femme engagée de culture, qui a fait ses preuves tant au ministère du Travail qu'après à la mairie de Lille, et je pensais qu'elle pouvait être une bonne candidate, même si j'avais aussi, on va dire, de l'admiration pour François Hollande, que je connaissais quand même beaucoup moins bien. Et en fait, assez vite, on a compris que François Hollande allait l'emporter parce qu'il avait le positionnement le plus central dans la campagne et qu'il avait réussi, avec quand même beaucoup d'expérience, à tisser des réseaux très efficaces au sein de l'ensemble de la gauche et pas simplement du Parti socialiste. Et donc, il l'a gagné assez largement au 2e tour en réussissant l'exploit de rassembler autour de lui tant Ségolène Royal que Arnaud Montebourg, que Manuel Valls, face à Martine Aubry qui s'est retrouvée assez isolée au 2e tour de la primaire, et donc il a gagné assez largement. Et si après il a pu gagner la présidentielle, c'est aussi parce que
Il a su après recoudre, on va dire, les différents morceaux avec de l'étoffe avec Martine Aubry, et que donc toute la gauche était rassemblée derrière lui en 2012, quand il a été candidat face à Nicolas Sarkozy. Merci Gaspard. Donc Gaspard, toi tu commences à travailler avec François Hollande en 2014. 2014, ouais. Donc en fait tu arrives en cours de mandat. Oui, c'est ça, ouais. Un peu à la mi-temps, quoi, en quelque sorte. À un moment où c'était quand même pas facile globalement, c'est-à-dire que pour l'anecdote, quand on me propose dans un contexte un peu particulier, c'est-à-dire que moi d'une part je suis un peu fatigué, j'ai décidé de partir du Quai d'Orsay, donc je faisais trop de voyages avec pas François Hollande, avec Laurent Fabius, c'était passionnant, mais j'étais totalement épuisé de prendre l'avion 2-3 fois, parfois 4 fois par semaine. Et donc j'avais décidé de prendre un boulot plus sédentaire auprès de Stéphane Le Foll, porte-parole du gouvernement. Ça faisait 3 jours que j'y étais, avec l'idée quand même de plutôt de rester à Paris, d'avoir un truc plus calme, même si ça restait passionnant. Et en fait, il y a un concours de circonstances, comme souvent dans ce genre de cas. Aquilino Morel, qui était le conseiller politique chargé de la presse auprès de François Hollande, se fait virer en fait de l'Élysée parce qu'il est pris dans une polémique avec Mediapart, et d'autre part, on lui reproche de s'être fait, au sens propre, cirer les chaussures dans les salons de l'Élysée. Et donc, le président de la République, François Hollande, interroge son entourage pour savoir qui va bien pouvoir remplacer Aquilino, qui est assez fou pour pouvoir y aller. Et donc, mon nom arrive sur plusieurs lèvres, celle de Philippe Grandjean, qui est un de mes amis qui connaît bien Hollande, celle d'Emmanuel Macron, qui est conseiller de Hollande à ce moment-là, et celle de Nicolas Revel, qui est conseiller de Hollande à ce moment-là, qui me connaissent parce qu'ils ont travaillé avec moi, qui ont fait leurs études avec moi, et donc ils suggèrent mon nom, on m'appelle, et je vais voir Hollande. Et en fait, avant d'aller voir Hollande, tout le monde me dit, je demande à 2 ou 3 de mes amis, est-ce que je dois y aller, quoi? Tout le monde me dit, surtout n'y va pas, quoi. Enfin, c'est catastrophique, c'est le plus mauvais communicant de l'histoire de la communication politique. Il est à 18% dans les sondages. Sa vie privée a été étalée dans la presse People. Il vient de se prendre une dérouillée au municipal. Tu vas t'abîmer, etc. Et là, bêtement, je me dis, de toute façon, s'il est si bas, ça peut pas être pire. Et en fait, l'expérience a montré que si, ça pouvait être pire. Voilà. Merci Gaspard. Donc on a Estelle qui voulait te poser une question. Oui, bonjour. Moi j'avais une question, c'était quelle est la relation entre un président et son conseiller en communication? Je pense que, comme toute personnalité politique, le président de la République a construit une relation particulière avec son conseiller en communication qui n'est jamais la même selon la personne conseillée et la personne qui conseille. Donc, j'ai pas prétention de dire que le schéma qui s'est appliqué à moi est le schéma qui s'applique à tous. En revanche, moi, je pense que pour bien faire son travail de conseiller en communication, il faut être très très proche de la personne qu'on conseille. Quand je dis proche, c'est pas proche personnellement ou affectivement, même si évidemment se crée toujours une relation de proximité et même d'amitié dans ce genre de cas, mais il faut être au courant de tout le temps, être associé à toutes les réunions, toutes les prises de décision pour pouvoir donner un conseil en communication en amont et surtout pouvoir expliquer les choses a posteriori, que ce soit auprès du numérique, auprès de la presse, en on, en off, etc. Donc ça nécessite d'être, si ce n'est le principal collaborateur, un des principaux collaborateurs. Et donc moi, François Hollande, je l'ai pas quitté d'une semelle pendant 3 ans, c'est-à-dire que j'ai fait tous les déplacements avec lui, toutes les réunions avec lui, une grande partie ou quasiment la totalité des rendez-vous avec lui, sauf ceux qu'il faisait avec des présidents étrangers, que je pouvais voir aussi, mais pas dans les rendez-vous évidemment en tête à tête. Et pour ce faire, je me suis fondé sur, pour moi, celui qui était le meilleur conseiller en communication, c'était Franck Louvrier, qui avait été le conseiller de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, qui m'avait dit, voilà, le job, c'est d'être toujours là, alors c'est épuisant. Et donc, résultat, quand on est toujours là, on devient non pas indispensable, mais comme la personne qu'on conseille sait qu'on est disponible, elle se tourne toujours vers vous pour demander un petit conseil, un avis, une remarque. Et ça crée une relation presque de dépendance réciproque dans laquelle on peut avoir de la vraie influence, quoi. Merci Gaspard. Narindra. Bonjour Gaspard. Narindra et moi, on se connaît parce qu'on a participé des engagements communs il y a quelques années. Voilà. Oui. Écoute, j'espère que tu vas bien. Très bien, ouais. En fait, dans ton livre, vraiment, tu évoques les attentats du 15 novembre. C'est vrai que c'est un moment qui est très très poignant. Et en fait, j'aimerais savoir, parce que de toute façon, j'ai jamais eu l'occasion de te poser cette question. Quel impact en fait ça a eu cette période des attentats sur ta carrière de communicant politique? Et est-ce que finalement ça a pu changer ta vision de certaines choses, ou ça a pu avoir un impact sur ta carrière et sur ta vie dans la politique en général?
En fait, avant de parler professionnellement, ça m'a d'abord touché comme nous tous personnellement. Moi, j'ai eu la chance d'avoir dans mon cercle proche des personnes qui n'ont été touchées par ces attentats, mais j'ai comme nous tous eu des amis d'amis, des connaissances qui ont été frappées. Donc, on a tous été concernés par cela de près ou de loin. C'est la première chose. La deuxième chose, évidemment, c'est que j'ai eu peur pour les miens. La troisième chose, c'est que j'ai été submergé par la tristesse et même la stupeur quand on a appris avant tout le monde que se déroulait un véritable massacre dans Paris. Je ne veux pas vous dire qu'on a géré immédiatement. Le monde s'est littéralement effondré sous nos pieds. Il a fallu se ressaisir assez vite pour faire face aux événements. Donc ça a d'abord été une épreuve humaine avant d'être une épreuve professionnelle et politique. Après, professionnellement, j'ai beaucoup appris parce que dans ce genre de cas, en fait, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire chaque erreur est vue, scrutée, analysée. Et donc, j'ai appris que dans ce genre de cas, il fallait faire preuve de beaucoup de bon sens, travailler en équipe. J'ai pas pris une seule décision de communication sans évidemment référer à François Hollande, mais surtout en la délibérant avec mon homologue à Matignon, Harold Ozy, et les homologues chez Bernard Cazeneuve, Marie-Emmanuelle Assidon et Clara Paul Zamour. On a pris toutes les décisions ensemble. On essayait de pas se tromper. Je crois qu'on s'est assez peu trompé. Et puis on a pris le parti, et ça c'est la communication politique, de faire preuve d'une transparence absolue sur tout ce qu'on savait, sur tout ce qu'on faisait, avec l'idée que le pire ennemi était le doute et la suspicion. Et d'ailleurs, il y a eu très peu de fake news. On parle beaucoup aujourd'hui à d'autres occasions en 2015, parce que je pense que justement cette opération de transparence absolue nous a aidés dans notre relation avec la population française. Et après, j'ai appris des choses politiquement, à la fois que on pouvait rassembler les Français même après des épreuves terribles. Il y a eu une très belle cérémonie d'hommage. D'ailleurs, c'était l'anniversaire des 5 ans la fin de semaine dernière aux Invalides, dont vous vous souvenez peut-être, un très beau discours adressé à la jeunesse de France. Et puis après, il y a eu des erreurs politiques majeures qui ont été commises. Et j'en ai retenu des belles leçons. François Hollande avait proposé, avec Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, de constitutionnaliser, d'inscrire dans la Constitution l'état d'urgence, mais aussi d'étendre les possibilités de déchoir de la nationalité les terroristes, qu'on appelait la déchéance de nationalité. Et en fait, on a senti assez vite que c'était une erreur, et plutôt que de le reconnaître immédiatement et de retirer cette disposition, peut-être soit par orgueil, soit par détermination politique, nous l'avons conservé 3 mois, et je pense que ça a été fatal au quinquennat de François Hollande. Et donc j'ai retenu cette leçon de communication politique, c'est que quand on sent que les choses partent dans le mauvais sens, plutôt que d'attendre que voir comment ça prend, si le temps fait son affaire, il faut tout de suite retirer la disposition. Et j'y ai souvent pensé maintenant que j'ai observé la suite faite par mes successeurs. Voilà. Et d'ailleurs, petite parenthèse, tu ne trouves pas que la situation autour de l'article 24 ressemble à ce que tu as pu vivre donc il y a déjà quelques années? Oui, c'est exactement la même chose. Je donne pas de leçons parce que moi-même j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais en tout cas, c'est l'avantage de l'expérience, c'est que comme on a déjà fait les bêtises, on sait ne pas les reproduire une deuxième fois. Et en fait, le président de la République actuelle, son entourage, le gouvernement surtout certainement, sont en train de commettre la même erreur qu'au début du quinquennat sur la taxe carbone. Vous vous souvenez peut-être qu'ils avaient mis en place une taxe carbone, une taxe pour en fait inciter les gens à consommer moins d'essence, mais qui en fait avait pour effet de surtout revaloriser, renchérir le prix du carburant. Ça avait suscité beaucoup de contestations sur les réseaux sociaux, et donc il y avait une première manifestation qui devait être organisée au mois de novembre. Et en fait, le gouvernement n'a pas voulu retirer tout de suite la taxe carbone. Ils ont attendu 2 semaines pour le faire. Le problème, c'est qu'en 2 semaines, le mouvement dit des Gilets jaunes avait été lancé et qui ne pouvait plus s'arrêter. Eh bien, c'est la même chose qui se passe. Et il s'est passé la même chose sur la réforme des retraites, où pendant des semaines, il y a eu des manifestations et le gouvernement n'a pas voulu suspendre. Et ben aujourd'hui, la réforme elle est suspendue, elle peut plus se faire. Et là, il se commet la même erreur. On voit bien que l'article 24 est en train de devenir ce qu'on peut appeler en psychanalyse un totem, c'est-à-dire quelque chose sur lequel on s'accroche, sur lequel on se focalise. Peu importe la réalité du problème, en fait, ça devient le problème central, le symbole de tous les symboles. Et donc, évidemment, l'article 24 sera retiré au bout du compte. Si ce n'est dans 3 jours, ça sera dans 3 semaines ou dans 3 mois. Mais l'histoire est déjà écrite d'avance. Et c'est vrai que c'est très difficile, mais il faudrait que le gouvernement actuel mette de côté peut-être son orgueil et le retire immédiatement. Sandra, tu souhaitais revenir sur les attentats de 2015?
Oui, c'était une question un peu similaire à celle de Narendra, mais c'était plus dans le sens où comment on gère une telle crise, en particulier celle de Charlie Hebdo, c'était, je pense, au premier attentat aussi fort en France. Et donc, du coup, comment on gère une crise d'une telle ampleur? Alors, cette question va quand même m'obliger à la dézoomer un tout petit peu et avoir de l'honnêteté, parce qu'il y a quand même eu beaucoup d'autres attentats extrêmement violents par le passé. Évidemment, vous n'étiez pas né, moi j'étais encore très jeune, mais dans les années 80, il y a eu une vague d'attentats terribles en France, principalement avec comme terrain, on va dire idéologique, le conflit israélo-palestinien, mais aussi la relation des France avec l'Iran. Par exemple, il y a eu un attentat à la voiture piégée rue de Rennes, il y a eu des attentats dans des trains, il y a des personnes qui se sont fait fusiller rue Copernic à la mitraillette, bon, des choses quand même très lourde. Et en 95, il y a eu plusieurs attentats dans le métro et le RER parisien à Saint-Michel. Bon, bref. Et juste avant les attentats de 2015, en 2012, pendant la campagne présidentielle, quand même Mohamed Merah, qui allait tuer des militaires, mais aussi des enfants à la sortie d'une école juive. Donc, je dis ça pas du tout pour remettre en cause la gravité des attentats de janvier 2015, mais l'honnêteté me conduit quand même à le préciser. Mais ceux de janvier 2015 sont particulièrement puissants parce qu'en fait, ils ont une puissance symbolique inouïe. Trois types de groupes sont visés, des journalistes et des dessinateurs caricaturistes, ceux de Charlie Hebdo qu'on connaissait en plus, Cabu, Charb, Bernard Maris, des policiers, puisqu'il y a 3 policiers qui ont été tués dans les attentats, donc Franck Brun-Solaro, Clarissa Jean-Philippe et Amel Merabé, pardon. Et troisièmement, des juifs qui est pris dans le commerce hyper cachère de la porte de Vincennes. Et c'est vrai que c'est une onde de choc terrible, parce que on sent que c'est le vivre ensemble, nos valeurs, la liberté, l'égalité et la fraternité qui sont atteintes. Donc bon, on a réagi aussi bien que l'on ne pouvait, mais je pense que avec beaucoup de simplicité, sans jamais chercher à se mettre en avant, mais je crois qu'il y a quand même une chose qui a été très réussie à l'issue de ces attentats dans la séquence, c'est l'organisation de la marche du 11 janvier. Et parfois on me demande de quoi est-ce que vous êtes le plus fier en tant que personne ayant travaillé au sommet de l'État pendant ces années. Je dis toujours l'organisation de la marche du 11 janvier, alors qui n'est pas mon idée, c'est l'idée de François Hollande qui a eu cette idée folle, disruptive. Mais moi, je me suis chargé de l'organisation de celle-ci. Et je crois que ce qu'on a particulièrement réussi à ce moment-là, c'est en fait à faire comprendre que justement, la meilleure façon de répondre aux terroristes, c'était de rester ensemble et de montrer notre force, quoi. Il y a quand même on a organisé une manifestation de 4 millions de personnes avec plus de 100 chefs d'État et de gouvernement dans des conditions de sécurité tellement absurdes. C'est-à-dire qu'on a fait venir les gens les plus menacés du monde ensemble et on les a installés avenue de la République, boulevard Voltaire. Bon, ça n'avait vraiment aucun sens, mais on l'a fait et c'était très beau et symboliquement, ça a créé une onde de choc très forte. Alors malheureusement qui n'a pas duré, mais sur le moment, je pense que c'était la meilleure réponse. Et moi, à mon humble niveau, le fait d'avoir participé à l'organisation de celle-ci me remplit encore aujourd'hui de fierté, même si ça n'efface pas les morts de Charlie Hebdo, de l'Hypercacher et des 3 policiers. Fanny, tu avais une question sur la crise, la gestion de crise en général. Tout à fait. Bonjour Gaspard. Bonjour. Je voulais vous poser la question afin de savoir s'il était possible de prévoir une crise, dans le sens où est-ce que vous avez des plans prévisionnels ou des démarches à suivre dans des situations qui sont prévues ou alors imaginées en amont. Toutes les entreprises et même les administrations cherchent à anticiper les crises. Ils font de l'analyse de risque d'une part, on peut essayer de voir quels sont les risques auxquels ils peuvent être confrontés, puis par ailleurs, ils peuvent faire des formations en communication de crise, essayer de s'entraîner, de mettre en place des procédures, des schémas. Et moi, c'est justement notamment ce que je fais auprès de mes clients, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Mais la réalité de la crise, et ça plaide pas en faveur de mon offre commerciale d'ailleurs, la réalité de la crise, c'est que c'est justement survient ce qui ne peut pas être prévu. Et c'est pour ça que c'est une crise, c'est parce que ça sort du schéma, ça sort du plan, il n'y a pas de mode d'emploi pour la crise. Prenons l'exemple des attentats de novembre 2015, c'est justement l'imprévisible, l'impossible, l'impensable qui se produit. Prenons l'exemple de la crise du coronavirus. Alors aujourd'hui, tout le monde dit « Ah oui, on aurait pu, on aurait dû, etc. » La réalité, c'est que personne n'aurait pu imaginer qu'un pangolin allait contaminer la totalité de la planète et bloquer l'ensemble de l'humanité pendant quasiment 1 an. C'était inenvisageable dans aucun scénario, même hollywoodien, ne pouvait imaginer un truc pareil. Et c'est ça une crise, justement. Donc en réalité, on peut pas la prévoir, l'anticiper en tant que tel. En revanche, il y a 2 choses sur lesquelles on peut analyser son environnement pour quand même anticiper un certain nombre d'éléments. Et surtout, il y a 2 choses qui vous protègent dans la gestion de crise. Un, c'est le fait d'avoir constitué des équipes
et d'avoir, j'allais dire, une bonne ambiance dans les équipes. Les gouvernements, les entreprises qui gèrent le mieux les crises, ce sont ceux qui sont capables de mettre de côté leurs égos et qui sont unis et qui ont l'habitude de travailler ensemble. Parce que quand ils sont confrontés à un coup dur, ils ont l'habitude d'affronter des coups durs ensemble. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est quand même que l'expérience aide quand même beaucoup en gestion de crise parce que ça évite de faire systématiquement les mêmes erreurs. Merci Gaspard. Et on avait donc Oriane qui avait également une autre question sur la crise. Bonjour Gaspard. Alors je voulais savoir, à part les attentats, quelle a été la crise la plus difficile à gérer durant le mandat de François Hollande ? C'est les attentats de très loin, pour moi, dans le plus dur. Après, il y a eu des moments à la fois grotesques, pas forcément très graves en tant que tels, mais très durs à gérer en termes de pression politique, et puis d'autres moments totalement inattendus qui m'ont profondément déstabilisé. Alors, je commence par le plus inattendu. Un jour, on organise une conférence de presse pour mettre en place ce qu'on appelle le droit à l'oubli pour les victimes du cancer. C'est-à-dire que on décide d'une disposition qui va s'imposer aux sociétés d'assurance qui font que quand quelqu'un a été guéri d'un cancer, les assurances n'ont pas le droit de le prendre en compte dans le calcul des primes de risque qu'ils affectent pour le calcul d'un prêt immobilier ou d'autres choses. C'est une énorme avancée, ça change la vie des gens. Le problème, c'est que personne n'a jamais parlé de cette réforme parce que pendant la conférence de presse que j'avais organisée pour François Hollande, il y a un avion qui a percuté une montagne parce que le pilote s'était enfermé dans le cockpit. Il avait décidé c'était un avion de la Germanwings, il avait décidé et en fait, c'était dramatique parce qu'il y a quand même 400 morts dans ce drame. Mais on était totalement déstabilisés parce qu'en fait, on ne savait même plus quoi dire, plus quoi faire face à l'impensable. Quelqu'un qui décide de se suicider avec 400 passagers. Et ça a été une crise très difficile à gérer parce qu'on se sentait totalement impuissant pour réagir et expliquer ce qui s'était passé. Et puis après, dans le genre plus léger, j'ai eu, même si sur le moment c'était très difficile à gérer, j'ai eu à gérer la communication de crise autour de la sortie du bouquin Merci pour ce moment de Valérie Trierweiler, dans lequel la totalité de la vie privée du président de la République en fonction était étalée. Je peux vous dire que je m'en serais bien passé. C'était très dur. Et justement, Gaspard, en parlant de bouquins explosifs, il y avait notamment donc le bouquin de Davé et l'homme qui était sorti donc quelques mois avant. Donc je crois que c'est septembre 2016. Il me semble. En octobre 2016. Ouais. Octobre 2016, qui était donc le titre, c'est ce qu'un président ne devrait pas dire ça. Donc comment tu as géré ça? Parce que ça c'était inattendu. Alors, pas la sortie du bouquin, parce que François Hollande avait participé à sa rédaction. Mais ce qui était inattendu, c'était le titre, qui en fait conditionne le lecteur et sa réception. C'est-à-dire que si le bouquin s'appelle François Hollande en toute sincérité, le livre n'est pas reçu de la même manière, d'où l'importance du titre, du slogan, on en reparlera cette semaine. Deuxièmement, ce qu'on n'avait pas anticipé, c'était le fait que on va dire les quotes, enfin les citations de François Hollande, certaines allaient peut-être être sorties de leur contexte, etc., et que lui-même ne s'était visiblement pas assez contrôlé. Et troisièmement, ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est la bataille politique qui s'est nouée autour de la sortie de ce livre, parce qu'en fait Manuel Valls, qui était Premier ministre de l'époque, en fait cherchait à utiliser cet affaiblissement du président qui était réel, parce que le président avait commis une erreur, pour l'empêcher de se présenter, et il y est arrivé. Estelle, tu avais une question. Oui, bonjour. Bonjour. Vous avez dit qu'à un moment, vous ne pensiez pas pouvoir être plus bas dans les sondages et du coup, je me demandais ce que ça avait changé dans votre manière de communiquer au quotidien. Moi, je suis arrivé en me disant qu'il faudrait un miracle, qu'il faudrait vraiment un miracle pour que François Hollande puisse être réélu 3 ans plus tard. Donc, je me suis dit, les sondages et la perspective de la réélection doivent pas être un aiguillon. Il faut qu'on fasse le mieux possible notre travail au quotidien dans un monde de crise. Et d'autre part, qu'on se dise quelle sera la trace laissée par François Hollande à long terme. Et en fait, très vite, les sondages, j'en rigolais tout à l'heure, mais ne sont plus devenus en fait une valeur intéressante pour nous, parce que quand on avait à gérer les attentats, la crise économique, les catastrophes à l'international, puisqu'il y en avait aussi beaucoup, la crise de la zone euro avec la Grèce, l'invasion de l'Ukraine par les Russes, la guerre en Syrie, au Mali, etc. On n'avait plus le temps de se poser la question de la popularité, et donc on essayait à chaque moment de mieux gérer possiblement les crises sans se poser la question des sondages.
Et malheureusement, à chaque fois que François Hollande gérait une crise, il remontait dans les sondages parce que les gens se disaient ouais, il est bon dans les crises. Et un peu comme Macron aujourd'hui, qui est très haut dans les sondages en raison de la gestion de la crise. C'est pas qu'il la gère bien ou mal, mais qu'il y a un phénomène de ralliement au drapeau en cas de crise. Et puis après, dès qu'on revenait dans les périodes de calme, il chutait à une vitesse incroyable. Voilà. Et donc, au final, je pense que les gens reconnaissent qu'il a plutôt bien géré les attentats. Peut-être que dans 10 ans, les gens diront qu'il était plutôt un bon président, mais sur le court terme, il a été très très impopulaire. Nina, une nouvelle question. Oui, je voulais vous demander, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être en total désaccord avec la personne que vous conseillez? Et du coup, comment on communique sur quelque chose, enfin sur un sujet sur lequel on n'est pas du tout d'accord, quoi. Ça m'est arrivé souvent, ça m'est arrivé souvent. C'est même le concept. C'est-à-dire que quand vous êtes le conseiller en communication de quelqu'un, vous n'êtes pas cette personne. Il faut jamais d'ailleurs se prendre pour celui qu'on conseille. C'est très important. Donc votre rôle, c'est d'apporter un conseil, d'aider à mettre en œuvre une décision, mais c'est pas de décider à la place d'eux. Et donc, on va dire 2 fois sur 3, on est d'accord, on est en harmonie, et 1 fois sur 3, ce n'est pas le cas. Et il faut l'accepter. C'est-à-dire que celui qui n'est pas prêt à accepter le compromis du conseiller, ce que j'appelle le compromis du conseiller, il faut qu'il fasse un autre job. Il faut qu'il soit lui-même candidat à des élections, lui-même dirigeant d'entreprise. Donc ça m'est arrivé très très souvent. Après, j'ai jamais été touché au plus profond de mon éthique et de ma morale. Je pense qu'il y a eu un moment difficile pour moi, c'est le moment de la déséance de nationalité, parce que je pensais que c'était vraiment une erreur, il ne fallait pas le faire et qu'il fallait le retirer le plus vite possible, cette disposition. Je savais que ça serait le cas au bout du compte. J'aurais aimé que ça soit immédiat, ça a été au bout de 3 mois. Pardon. Merci Gaspard. Lorraine. J'aurais voulu vous demander si jamais François Hollande se représente au présidentiel en 2022, même si je n'y crois pas trop, est-ce que vous travaillez avec lui? Non, déjà je pense pas qu'il sera candidat en 2022. Je suis pas sûr qu'il le souhaite, mais surtout je crois que quand même beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Moi j'ai beaucoup d'affection et d'admiration pour ce qu'il a fait pour lui et beaucoup d'admiration pour ce qu'il a fait en tant que président, mais je crois qu'on est rentré dans un nouveau cycle politique. Alors après, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et moi, j'ai adoré travailler avec lui, mais j'aime bien regarder devant moi, donc je n'aime pas refaire ce que j'ai déjà fait. Bon, je vous dis ça aujourd'hui, si peut-être que dans 1 an et demi ou 2 ans, vous en rigolerez bien quand j'aurai décidé de faire exactement l'inverse. Mais en tout cas, aujourd'hui, ma réponse est non. Merci Gaspard. Et donc, Alan, vous voulez te poser une question sur ton expérience lors des dernières municipales. Oui, bonjour. J'avais donc une question. C'était pourquoi vous avez fait le choix de soutenir Agnès Buzyn et est-ce que ça a changé quelque chose dans votre manière de communiquer? Oui, alors pourquoi j'ai fait le choix? Bon, c'est un choix politique. Moi-même, j'avais lancé un mouvement politique qui s'appelle Parisien, qui a plutôt bien marché au départ, qui a mis des idées dans le débat sur le périphérique, sur l'écologie, etc. Mais au bout d'un moment, en fait, à 3 mois de l'élection, on était dans une impasse politique parce qu'on avait chuté dans les sondages très fortement, on était en dessous de 5%, et une impasse financière parce qu'en fait, il faut payer des frais de campagne et qu'on n'était pas en mesure de pouvoir les rembourser si on faisait moins de 5%. Donc moi, j'en ai pris acte. J'ai considéré qu'on ne pouvait pas aller au casse-pipe dans ce contexte-là. Et autant j'aurais pas rejoint Benjamin Griveaux parce que je pensais pas qu'il pourrait être un bon maire de Paris, même si j'ai rien contre lui personnellement. Mais quand j'ai vu que c'était Agnès Buzyn qui devenait la tête de liste de la majorité présidentielle, je me suis dit tiens, ça peut être une bonne idée compte tenu de ce que je savais d'elle, parce qu'elle avait dirigé l'Institut national de lutte contre le cancer, l'IRSN, grande professeure de médecine, etc. Et puis bonne ministre de la santé. Et donc je me suis dit pourquoi pas, et donc j'ai décidé de la rejoindre dans ce cadre-là. Malheureusement, les circonstances ont joué contre elle puisque la crise du coronavirus a explosé et elle-même a mal géré en fait sa communication sur ce sujet. On se souvient de ces confidences qui ont été faites au monde au lendemain du premier tour des municipales. Donc j'ai retenu une leçon de communication qui est finalement assez simple. C'est que après, et qui est connue d'ailleurs, c'est qu'après une déception électorale, il faut mieux se taire et prendre la parole plus tard. Lilian, tu avais une question. Oui, j'avais une question, du coup, c'est comment on gère, quand on est conseiller, une crise qui concerne la vie privée du président? Je pense notamment à ses sorties
ces sorties en Vespa qui ont été mises à la vue de tout le monde. J'ai pas eu à gérer la Vespa parce que j'étais pas arrivé, mais j'ai eu à gérer la sortie du bouquin et j'ai eu à sortir des photos de François Hollande au bord de sa piscine prises par Boissy ou des photos de François Hollande et Jules Gaillet prises à l'intérieur de l'Élysée par un paparazzi, ce qui était quand même absolument invraisemblable. Bon, nous, je sais pas comment il faut faire en général, mais nous, le choix qu'on a fait, c'était de peu ou pas commenter, expliquant que la vie privée avait vocation à rester privée et que l'intimité du président ne regardait que lui. Alors, je trouve que c'était une ligne qui me plaisait assez bien parce qu'elle correspondait déjà à l'état d'esprit de François Hollande, quelqu'un de pudique, et moi aussi à ma vision de la vie politique, dans laquelle je pense qu'il faut éviter de mettre en avant sa vie privée, d'en faire un argument électoral, parce que sinon ça vous se retourne toujours contre vous. Donc c'était plutôt une non-communication sur ces sujets-là. Donc moi, ce que je recommande toujours aux personnes que je conseille, que ce soit des dirigeants d'entreprise ou des dirigeants politiques, je leur dis toujours, évitez de communiquer sur votre vie privée, même quand ça va bien, parce qu'un jour ça ira mal, et dans ce cas-là, ça se retournera contre vous. Gaspard, François Hollande voulait être le président normal en opposition à l'hyper-président qu'avait essayé d'être Nicolas Sarkozy. Est-ce que quand on est président de la République, on peut vraiment être normal ? Alors je pense que ce slogan du président normal, qui est un slogan inventé par François Hollande lui-même, je pense que c'était une idée de génie pendant la campagne présidentielle, parce que ça permettait de souligner, comme tu l'as dit, le contraste avec Nicolas Sarkozy. La lecture de l'élection présidentielle de 2012 par François Hollande était assez juste. C'est-à-dire que les gens voulaient en finir avec Nicolas Sarkozy. On avait marre de l'hystérie de ce quinquennat-là. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la campagne dite du président normal, c'est un peu la campagne que vient de faire Joe Biden face à Trump. Il s'est présenté comme celui qui allait rapporter la concorde, le calme, la paisibilité. Il a joué même de son côté supposément passif, du fait que Trump l'appelait Sleepy Joe pour s'imposer face à Trump. Alors, pour autant, même si c'est une très bonne idée de campagne électorale, je pense que c'est difficile d'être un président normal. On peut être un candidat à la présidence normale. En revanche, une fois qu'on est à la présidence, tout est exceptionnel. Notamment, les pouvoirs du président de la République française sont exceptionnels. Et ils n'ont d'égal dans l'humanité que ceux du président russe. Il y a un système présidentialiste très concentré sur le président de la République. Et d'autre part, les circonstances sont exceptionnelles. Elles étaient exceptionnelles sous François Hollande, elles sont exceptionnelles sous Emmanuel Macron, elles étaient aussi sous Nicolas Sarkozy. Donc, on ne peut pas se comporter normalement face à des circonstances exceptionnelles. En revanche, je pense qu'on peut se comporter de façon humaine, raisonnable, proche, et en étant conforme à sa personnalité, celle de François Hollande, qui est plutôt quelqu'un de modeste et d'équanime. Ça, je pense que c'est bien d'être modeste, humble et équanime quand on est président de la République, parce qu'on n'a pas besoin de rajouter sa propre hystérie à un système politique et une situation politique qui est déjà hystérique. Natacha ? Oui, je voulais savoir quelles étaient les qualités pour faire ce métier de conseiller. Je ne sais pas, je pense que peut-être que François lui aurait un autre avis sur le sujet, mais je pense qu'il y a plus je pense qu'il faut je ne sais pas quelles sont les qualités, mais en tout cas peut-être la première chose, c'est ce qu'on aime vraiment faire. Et moi, je pense que pour bien faire ce travail, il faut quand même avoir une vraie curiosité intellectuelle, c'est-à-dire s'intéresser aux autres, à ce qu'ils pensent, suivre l'actualité, regarder, lire aussi peut-être parfois ce qui se dit sur la communication politique. Donc je pense que la première qualité, c'est peut-être la curiosité intellectuelle. La deuxième chose, c'est que c'est pas un boulot de misanthrope, donc il faut aimer parler avec des gens, que ce soit des journalistes ou des personnes pour les écouter et les comprendre. Donc la curiosité, l'ouverture aux autres. 3, il faut aimer quand même travailler sur le langage. Que ça soit à l'écrit ou l'oral. Et 4, il faut quand même avoir un petit côté geek, parce qu'aujourd'hui tout se joue sur le numérique. Donc, beaucoup de choses se jouent sur le numérique. Donc, voilà. Justement, Gaspard, sur le numérique, donc les étudiants vont avoir à travailler justement sur une stratégie social media. On vous en dira plus à ce moment-là. Mais toi, tu l'as vu arriver cette évolution, c'est-à-dire on va dire le profil attaché de presse qui de plus en plus devenait également community manager. Oui, je l'ai vu. Enfin, ça s'est opéré quand même beaucoup pendant le mandat de François Hollande. Et maintenant, ça s'est matérialisé sous celui d'Emmanuel Macron. Nous, le gros sujet médiatique sous le mandat de François Hollande, c'était vraiment les chaînes d'information en continu, qui
qui ont littéralement explosé. L'explosion en termes d'audience de CNews et surtout de BFM est apparue sous le mandat de François Hollande. Donc le live, parce que ça me semble quand même, mais avant 2012, il n'y a pas de live à la télé. C'est que du reportage. À partir de 2012, il y a du live. Donc ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire que les journalistes filment en direct. Mais au cours du quinquennat de François Hollande, et maintenant sous Emmanuel Macron, maintenant c'est le live, c'est plus les chaînes d'infos, c'est les téléphones portables, quoi. Donc vous imaginez à quelle vitesse les choses vont. Donc nous, notre sujet, c'était d'abord la presse, la gestion des chaînes d'information continue. On avait un petit sujet réseaux sociaux, et on a essayé d'être assez offensif et créatif sur les réseaux sociaux. On a fait des choses bien et on s'est planté totalement sur d'autres, d'ailleurs, mais en tout cas, on a beaucoup expérimenté. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, dans les équipes de com, les attachés de presse, je dis pas qu'ils servent à rien, mais il faut des attachés de presse, mais il faut surtout des spécialistes des médias sociaux. On a une question de Pauline. Toujours sur la crise, mais un autre type de crise. Alors, j'essaie juste de mettre ma caméra, mais je suis pas sûre que ça va marcher. Je vais déjà vous poser ma question. Donc, en fait, vous, en tant que communicant politique, en fait, qu'est-ce que vous pensez en termes de communication, pas forcément en termes de choix politiques, mais de la gestion en fait de la crise du Covid. Enfin voilà, en termes de communication, ce qui a été fait. Enfin voilà, ce que vous en pensez. Alors la petite précaution de langage, parce que je pense que c'est une crise inouïe, d'une gravité exceptionnelle, et que c'est très facile de donner des leçons de l'extérieur, mais je pense que ceux qui sont aux commandes ont beaucoup de difficultés, comme moi j'en aurais eu si j'avais été à leur place. Parce qu'en fait, l'épidémie est quand même d'une violence inouïe, et elle est inconnue, et donc on découvre et on apprend des choses au fur et à mesure, donc c'est très difficile. Non, je crois que peut-être il y a une chose qui a été très réussie, c'est quand Emmanuel Macron a réussi quand même à polariser la communication autour de lui, ce qui lui a permis quand même de donner des directives très fortes et d'avoir une communication performative très efficace. On s'en rend pas forcément compte, mais quand même le 16 mars, le président de la République dit à la télévision « Vous allez être confinés et vous allez rester chez vous », et les gens l'ont fait. Ce qui semble incroyable en fait. Il est simple, la parole du président de la République a eu un tel impact que les gens l'ont respecté. C'est pas la peur du gendarme qui a conduit les gens à rester chez eux. C'est la peur de l'épidémie et le sentiment qu'il fallait être solidaire collectivement face à cette épidémie. Donc ça, c'est une très grande réussite de communication politique. C'est la principale. Je pense en revanche qu'il y a deux erreurs fondamentales qui ont été commises. La première, c'est une erreur classique de communication de crise, c'est la sous-estimation de départ. Une forme de déni, mais qui n'a pas existé qu'en France, qui a existé aussi en Allemagne un peu, mais surtout beaucoup aux États-Unis, au Royaume-Uni. On n'a pas vu venir l'épidémie, on n'a pas voulu la voir venir, alors qu'on avait peut-être des signaux qui nous auraient permis de nous en rendre compte, notamment quand l'épidémie a commencé à devenir très sévère en Italie, qui est un pays frontalier. Et donc là, on aurait quand même peut-être dû changer notre comportement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et moi, ça, c'est un peu mon leitmotiv, moi, je crois qu'il y a parfois, il aurait dû faire amende honorable plus vite. Je pense qu'en communication de crise, il faut savoir de temps en temps reconnaître ses erreurs. Et je pense que dire assez vite au départ, écoutez les gars, on n'a pas de masque, on n'en a pas assez en tout cas, je pense que ça aurait soulagé les gens. Parce que ça aurait permis de les embarquer avec tout le monde en disant, bah voilà, on a un problème, on avait un stock de masques, mais il n'est pas prêt à faire face à une épidémie aussi grave que celle-ci. Parce qu'en fait, personne ne pouvait imaginer qu'on serait confronté un jour à une épidémie de cette sorte-là. Donc, on va essayer de rattraper notre retard, mais à l'évidence, on n'était pas prêt. Macron l'a dit, le président de la République l'a dit, mais il l'a dit un mois plus tard. Il a fait une allocution en avril où il a dit « nous n'étions pas prêts ». Mais malheureusement, le mal était fait. Donc, je crois que ça a été une erreur qui est originelle, dont on paye encore les conséquences aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup. Cassandra, tu avais une question un peu plus personnelle pour Gaspard. Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir qu'est-ce qui vous a poussé à accepter un poste de chroniqueur chez Hanouna ? Plein de choses. La première, c'est d'abord un goût, une envie personnelle. Moi, j'adore le débat à la télévision, à la radio, et les émissions d'Hanouna, notamment Balance ton poste, c'est certainement là où les débats sont les plus difficiles, les plus durs, parce qu'il y a des personnalités quand même très très fortes, à la fois par leur intelligence, mais aussi par leur capacité à débattre. Je peux vous dire que débattre avec Raquel Garrido
Éric Nolot, Agathe Auproux, Rokhaya Diallo, Geoffroy Lejeune, etc. On est vraiment au niveau Ligue des Champions. C'est-à-dire que c'est même difficile de prendre la parole parce que c'est des gens qui ont le sens de la formule, le sens du débat. Et après, tout vous semble facile une fois que vous avez réussi à débattre avec eux. Donc, je l'ai fait par challenge et par goût personnel. Et puis, par ailleurs, c'était un peu dit tout à l'heure par Louis, mais aujourd'hui, on est face à une audience qui est extrêmement parcellisée. Il y a d'un côté les gens qui regardent TF1, de l'autre ceux qui regardent C8, ceux qui écoutent France Culture, ceux qui écoutent RTL. Et en fait, il n'y a pas assez peu de lieux de rencontre. Et il se trouve que les émissions d'Hanouna sont quand même celles qui rassemblent le public le plus varié et surtout le plus populaire et le plus jeune. Donc, c'est lui qui a le public le plus jeune et le plus populaire. Et je m'en suis rendu compte d'ailleurs parce que je suis quand même passé très souvent à la télévision et à la radio avant d'aller chez Cyril dans ses émissions, enfin dans l'émission Balance ton poste. Et depuis que j'y suis, je sens que c'est plus du tout le même genre de gens qui me suivent ou m'interpellent sur les réseaux sociaux. Avant, c'était quand même, quand j'étais à la France Culture, c'était quand même très parisien. J'allais presque dire germano-pratin, ce qui ne me gêne pas du tout, parce que moi j'adore le 6e arrondissement. Mais avec Hanouna, le spectre est beaucoup plus large, sociologiquement et géographiquement. Merci Gaspard. Manon, tu voulais revenir sur l'ascension d'Emmanuel Macron, l'irrésistible ascension, puisque Gaspard, tu l'as côtoyé quand vous étiez tous les deux donc au cabinet de François Hollande à l'Élysée. Oui, bonjour. Je voulais savoir comment avait été gérée en interne l'ambition présidentielle de Macron et son ascension dans les sondages. Alors là aussi, petite précaution de langage, j'ai été acteur de cette histoire parce que j'étais à l'Élysée, donc je suis pas forcément objectif. Et la deuxième chose, c'est qu'en plus, j'ai un lien ancien avec Emmanuel Macron parce qu'on était à l'école ensemble. Donc ça fait 20 ans qu'on se connaît, donc c'est très difficile d'être totalement honnête intellectuellement quand je parle de lui parce que j'ai de l'affection, de l'amitié pour lui. Et puis en plus, j'ai eu à le côtoyer professionnellement. Donc, alors Gaspard, pardon, pas n'importe quelle école puisque vous étiez à l'ENA ensemble. Oui, c'est ça, on était à l'ENA ensemble. Et donc j'ai pas cette objectivité. Mais cependant, bon, quand même, la réalité, c'est que on était tous très fiers d'avoir un ministre aussi jeune et aussi brillant dans le gouvernement. On voyait bien qu'il avait de l'ambition politique, mais personne ne pouvait imaginer qu'il serait candidat et qu'il puisse gagner, parce qu'en fait, c'était inimaginable. Tout ça, simplement. En fait, on peut pas imaginer l'imaginable. Et c'est ce qui s'est produit. Donc, on a évidemment sous-estimé sa capacité à être candidat et ses capacités à l'emporter. On n'a pas été les seuls, d'ailleurs. Mais Gaspard, finalement, c'était un petit peu comme si toi, fin 2015, tu t'étais dit, en fait, je vais me présenter en 2017. Oui, ça n'avait aucun sens. Ouais. Ça n'avait aucun sens. Et c'est pour ça que Emmanuel Macron a évidemment beaucoup de défauts, comme nous tous. Mais il faut lui reconnaître quand même quelque chose d'assez singulier du point de vue de l'ambition et de la capacité à prendre des risques. Et exactement. Et en parlant de risques, donc pour faire une transition avec ta nouvelle vie d'entrepreneur, t'en as pris, parce qu'en 2017, donc c'est fini. Tu quittes l'Élysée et là tu l'as dit, donc tu crées ton agence qui s'appelle 2017, que tu as revendue depuis. Et là tu as de nouveau créé une nouvelle agence qui s'appelle Ganzer. Raconte-nous ce goût du risque que tu as. D'où vient-il? Je sais pas trop. Faudrait que je demande à mon psy. Non, mais ce qui est sûr, c'est que jusqu'à l'Élysée, j'ai eu une carrière très rectiligne, ascendante, parce que j'ai eu cette chance. De bonnes fées se sont penchées sur moi, donc j'ai eu le bol d'avoir, on va dire, les occasions qui se sont présentées au bon moment, mais finalement toujours dans le même trend, c'est-à-dire que je gravissais les échelons les uns après les autres. Et en fait, en 2017, j'avais un problème, c'est que j'étais arrivé au sommet de la montagne que je pouvais gravir. Donc j'avais deux solutions, soit je restais sur la même montagne en essayant de pas descendre, soit j'ai essayé d'en gravir une autre. Et donc, je me suis dit qu'il y a quand même à 38 ans, parce que j'avais 38 ans quand je suis parti de l'Élysée, et qu'il était quand même temps peut-être d'essayer d'en gravir d'autres. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de radicalement différent? Je me suis dit, je vais essayer de créer une entreprise. Et j'avais toujours eu cette envie de créer une boîte, certainement influencée par mes parents qui sont certes dans le milieu médical, mais qui sont aussi des entrepreneurs parce que ce sont des professions libérales. Et je me suis dit, je vais me lancer et pour voir si je pouvais me prouver à moi-même que je pouvais créer une entreprise. Et j'ai beaucoup travaillé, c'était extrêmement dur. Mais ça a marché une première fois, mais ça a tellement bien marché que finalement très vite j'ai voulu relever un autre challenge. C'est pour ça que j'ai fait de la politique, on en a parlé tout à l'heure. Et quand l'aventure politique s'est soldée par un échec, j'aurais pu retourner dans mon ancienne entreprise, mais j'ai préféré pas le faire parce que je me suis dit allez, allons gravir une autre montagne encore.
j'aime bien en fait. Voilà, j'aime bien me remettre en cause, j'aime bien repartir de zéro. C'est pas forcément le plus rationnel économiquement, parce que je me remets en danger financièrement à chaque fois, mais j'apprends tellement et c'est tellement excitant de repartir de zéro que c'est une sorte de drogue, quoi. Donc je pense que c'est très fatigant pour mon entourage, totalement incompréhensible pour les gens qui m'observent de près ou de loin, mais moi ça m'excite profondément. Justement, Estelle, tu avais une question à ce sujet. Oui, du coup, on a vu que vous aviez participé à l'émission d'Hanouna pour viser d'autres personnes, avoir une nouvelle cible. Vous avez plusieurs agences, il y a le parti politique, parisien, parisienne, et du coup, je me demandais, c'est quoi la suite? J'aimerais bien savoir. Non, là quand même, à très court terme, j'ai envie de réussir le lancement de ma nouvelle agence. Là, ça fait quand même que quelques mois, donc ça me demande beaucoup de travail. Et ce qui me mobilise le plus aujourd'hui, c'est quand même ça. C'est de développer cette entreprise. Ça part bien, mais il faut être prudent parce que la situation économique est difficile. Donc, faut aller chercher les clients les uns après les autres. Je touche du bois, ça fonctionne, mais il faut se battre pour cela. Donc ça, je veux d'abord réussir ça. Après, je conserve toujours une place pour l'enseignement qui est très important pour moi. Non, mais après, c'est plutôt dans le secteur culturel et le domaine de la création que j'ai envie de me développer. J'ai déjà écrit 2 bouquins, j'aimerais bien en écrire un autre. Peut-être un jour réaliser des films, écrire d'autres choses, etc. Ça m'amuserait beaucoup de passer du côté créatif. Gaspard, en face de toi, donc tu as 100 étudiants en communication, donc qui ont des spécialités, tous. Mais dans quelques mois, ils vont être donc sur le marché du travail, comme on dit. Quels seraient les conseils que tu pourrais leur donner pour réussir cette entrée sur le marché du travail? Alors déjà, le contexte économique est pas évident aujourd'hui sur le marché de l'emploi. Donc, va falloir être patient. Mais je pense qu'en ayant choisi une formation en communication, vous donnez quand même pas mal d'atouts pour réussir. Parce qu'il y a quand même une demande très forte, quoi. Donc non, moi je pense il faut évidemment multiplier les expériences, les stages quand c'est possible, ça c'est très important. Apprendre quand même si c'est désagréable, à cultiver une forme de réseau. Alors le meilleur réseau c'est la promo. Donc on s'y fait des potes, on s'y fait des ennemis, mais en tout cas il faut toujours rester en contact à long terme, cultiver aussi des relations avec ses professeurs, avec les intervenants, parce que ils sont souvent donnent des bons conseils. Donc les stages, le réseau. Et la troisième chose, je pense qu'il faut multiplier les expériences. Il faut mieux prendre un job au début qui est pas exactement le job qu'on voulait, mais commencer à bosser tout de suite plutôt que de se tourner les pouces pendant des mois et des mois. Il faut bosser. C'est vraiment ça qui compte le plus, et y compris si c'est pas exactement dans le champ qu'on avait imaginé au départ. Et puis enfin, moi je crois que le champ utile, c'est celui de la communication numérique. C'est-à-dire que aujourd'hui, on manque de grands professionnels de la communication numérique. Alors François est très fort, il connaissait très bien, mais il y en a d'autres, mais je pense que on est déjà has-been, nous, quoi. Donc surtout moi. Mais la question, c'est qui sont les communicants de demain qui maîtrisent Twitch, TikTok, le stream live, les nouvelles campagnes politiques sur le numérique, etc. Donc, je pense que ceux qui sont capables de se positionner comme des experts de cela aujourd'hui, avec une capacité à comprendre la grammaire, la conjugaison du numérique, à être créatif, à savoir aussi d'ailleurs peut-être produire aussi, je pense qu'ils auront une longueur d'avance. Et pour ceux qui voudraient plus précisément peut-être s'engager en politique, il y a une campagne présidentielle qui va arriver dans quelques mois. Quels seraient les conseils pour réussir, on va dire, cette mise sur orbite? Alors en politique, François le sait aussi, il n'y a pas de... on a besoin de gens et on n'a pas d'argent. Donc on a besoin de gens qui travaillent pour peu d'argent, dans une grande précarité, qui travaillent beaucoup pour peu d'argent dans une très grande précarité. Moi je dis ça très tranquillement parce que je ne fais plus de politique à l'heure actuelle, donc je peux vous dire la vérité. Donc en fait, en revanche, il y a de la place pour les gens qui ont du temps à donner. Alors ça, je peux vous dire qu'il y a même beaucoup de place. Que ça soit des députés, des candidats à des élections, etc. Donc en fait, il faut faire des offres de service, quoi. Et quand vous allez voir un candidat ou une candidate à une élection et vous lui dites « moi je suis prêt à travailler pour vous », soit gratuitement, soit en stage, soit sur un premier job, il vous dit toujours oui. Bien sûr, il a besoin, il y a toujours des besoins, parce qu'on a besoin de gens pour gérer les réseaux sociaux, on a besoin de gens pour organiser des réunions, pour gérer les relations avec la presse. Les hommes et les femmes politiques sont des gens très seuls, et si vous arrivez à gagner leur confiance parce que vous montrez que vous êtes disponible, réactif et que vous avez une grande force de travail, eh bien ça marche.
Avec peut-être derrière l'espoir d'avoir la gagne. Et donc là, la précarité n'est plus. Exactement. Puisque c'est un pari spéculatif. C'est-à-dire qu'en fait, les élus s'entourent des gens qui les ont aidés à gagner, pour dire les choses très simplement. Donc, il y a un moment, il faut investir dans un candidat, entre guillemets, en lui donnant du temps. Et après, ceux-ci sont en général, même s'il y a des exceptions, redevables et vous emmènent avec eux une fois qu'ils sont à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les collectivités locales, etc. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. C'était très intéressant. Vous avez vu, Gaspard, sans langue de bois, a répondu à tout. Alors, il a peut-être pas répondu à tout. C'est aussi les artifices des communicants, c'est de réussir à reformuler la question à son avantage. Mais merci beaucoup, Gaspard, donc pour ce premier épisode de Spin Doctor pendant le Political Game des étudiants.